Bienvenue dans Droit de Cité. Notre invité du jour est M. Emmanuel Ilunga, président de l'ARP, Action républicaine pour le progrès. Aujourd'hui, je suis accompagné par Elvis Adidiema. Merci Elvis d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans Droit de Cité déjà pour toi. Merci, bonsoir et bonne année. Bonne année également à toi. Bonne année à vous également. Monsieur Ilunga, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Droit de Cité. Merci. Bonne année à vous et à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Monsieur Ilunga, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer cet entretien avec une question directe, c'est-à-dire on a lu plusieurs de vos écrits et on a suivi plusieurs de vos émissions, surtout à Kinshasa, où vous avez parlé du dialogue national. Mais on voudrait savoir, monsieur Ilunga, pourquoi systématiquement vous soutenez les initiatives de Joseph Kabila? Très bien. Je vous remercie. En tout cas, c'est une question importante qui arrive à point nommé. En réalité, tous ceux qui m'ont suivi mes interventions, et je n'ai jamais soutenu aucune initiative de Joseph Kabila, et le dialogue en lui-même, lorsque l'UDPS était en tractation avec la majorité présidentielle, en mois d'août, j'ai organisé mon parti, une rencontre des partis d'opposition à Kinshasa, à Fatima, où nous avons invité tous les partis pour discuter du problème du dialogue. Et les invités, il y avait Steve Mbikai, il y avait Kamere qui a envoyé Claudel Loubaya, il y avait pas mal de partis politiques qui étaient présents ce jour-là. Et moi, j'ai soutenu le principe du dialogue. C'est différent. Il y a un écart entre le dialogue et le principe. Et je me suis expliqué en disant, le principe du dialogue, c'est un bon principe, c'est un principe religieux même. C'est un principe qui renferme les qualités des conciliations. Mais le dialogue en lui-même, avant d'arriver au dialogue, il faut passer par des étapes, notamment la création d'une commission préparatoire pour que les Congolais sachent pourquoi nous allons au dialogue et quels sont les objectifs du dialogue. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'était la question que moi, j'ai posée frontalement dans tous les médias dans lesquels je suis passé. J'ai demandé, est-ce que, s'il y a dialogue, est-ce que la majorité est à mesure d'acter que les dialogues n'abrogent pas la Constitution et que les dialogues, c'est une voie parallèle pour décrisper une situation ou éclaircir plutôt des points qui restent encore dans l'obscurité. Mais monsieur Ilunga, à vous écouter, on dirait que vous n'avez pas pris connaissance de la feuille de route de l'UDPS, ni des propos du président de la République, Joseph Kabila, lorsqu'il a fait son discours sur l'état de la nation. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand il a fait les discours sur l'état de la nation, à partir de ces moments, sa volonté, en fait, a été manifestée directement ou indirectement. Et nous avons demandé à ce que, si les Congolais ne savent pas pourquoi il y a les dialogues et quels sont les objectifs du dialogue, est-ce que le dialogue va conduire au glissement, oui ou non? Est-ce que le dialogue tant demandé va être quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée à notre démocratie? Si c'est le cas, il fallait que ça soit acté et accepté par l'ensemble de la classe politique. À ce moment-là, nous serions d'accord. Mais nous, on n'a pas dit non systématiquement, sans avancer des arguments. Je pense qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise, il faut qu'elle prenne un cran en plus, qu'elle arrête de réfléchir avec les cœurs, qu'elle réfléchisse avec les cerveaux. Parce que c'est mieux de dire non pour faire plaisir, suivre le mouvement de l'opinion. Parce que l'opinion dit non, allez, tout le monde va dans le sens de l'opinion. Mais l'opinion... Et vous dites toujours oui, vous avez dit oui aux concertations nationales et vous dites oui aujourd'hui au dialogue. Non. Vous pensez que les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller au dialogue, monsieur? Non, les conditions ne sont pas réunies. Je n'ai jamais dit oui au dialogue. C'est cet amalgame qui est fait en permanence par l'ensemble des Congolais. C'est ça le souci avec quelquefois nos compatriotes qui n'aiment pas trop lire ni suivre l'évolution des choses, des propos des gens. Moi, je n'ai jamais soutenu le dialogue. J'ai été clair là-dessus. J'ai dit, le principe du dialogue, de dialoguer, c'est un bon principe. Mais simplement, il faut savoir qu'est-ce que ça contient, les contenus. Si le calendrier du dialogue est clair et que le chef de l'État manifeste une volonté claire en disant, voilà, moi je vais qu'on aille le dialogue pour préparer à partir du 16 novembre ou après comment on organise les élections. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous parlons des élections. Même l'opposition parle des élections. Mais nous ne savons pas dans quelles conditions les élections seront organisées. Personne ne le sait. Ah, ça ne nécessite pas les dialogues, tout ça. Ça nécessite une discussion, à la limite qu'on n'appelle pas ça dialogue, mais ça nécessite une discussion. Parce que la CENI,
elle a été recomposée. Nous sommes passés des 11 provinces à 26 provinces. Est-ce que la CENI, elle a déjà installé ses bureaux dans toutes les 26 provinces? Moi, je vous dirais aujourd'hui non. Je terminerai. Parce que j'ai été à la CENI. Il y a 3 semaines, j'étais à Kinshasa, 3-4 semaines. J'étais à la CENI pour voir les équipes de la CENI, pour demander est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à organiser des élections crédibles, libres et transparentes. Non, la CENI n'est pas prête pour organiser les élections libres et transparentes. Donc à ce moment-là, nous devons rester vigilants. Monsieur Ilunga, il y a un sérieux problème dans ce que vous dites, parce que, à vous écouter, comme Elvis Adidjema vient de vous le demander, vous dites que la situation ne permet pas d'aller au dialogue aujourd'hui. Oui. Et les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies, merci. Alors, on a un chef de l'État à qui il reste 11 mois à peu près pour que son mandat prenne fin. Alors, pourquoi aller dialoguer avec ce monsieur, puisque les conditions ne sont pas réunies, et en plus, il ne lui reste plus que 11 mois avant la fin de son mandat. Mais, Monsieur Moussandji, vous savez, la question, entre aujourd'hui et en novembre, nous ne pouvons pas laisser les pays à la dérive. Et nous ne savons pas comment les élections s'organisent. Il y a, normalement, à ces jours, nous devrions déjà être au courant de la date des dépôts des candidatures. Jusqu'à ces jours, nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas attendre... À qui la faute? C'est ce que je dis, c'est la faute à la majorité, au pouvoir qui gouverne aujourd'hui. Mais n'empêche, on ne cherche pas à qui la faute ou à qui n'est pas la faute. Mais le problème, c'est moi, je pose des problèmes techniques. Mais pour aller au dialogue, il faut bien déterminer déjà qui a fauté, pourquoi on va y aller. C'est pour cela, encore une fois, c'est pour cela, je dis, c'est un problème purement technique. On n'accepte pas le dialogue en tant que tel, le principe. Mais avant d'arriver au dialogue, il faut une commission préparatoire. Commission préparatoire, c'est la commission qui traite les questions qui seront traitées si dialogue il y a. D'abord, protéger les acquis démocratiques. Ça, c'est nos propositions. C'est-à-dire, quoi, les acquis démocratiques? L'élection du président au suffrage universel, et que la Constitution, les dialogues n'abrogent pas la Constitution. Ça, c'est le point capital qui, aujourd'hui, tous les Congolais s'accrochent là-dessus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on arrive au mois de novembre, le mandat du chef de l'État s'arrête. Ça, nous sommes totalement d'accord. Même si son mandat s'arrête, n'empêche qu'il y ait une discussion pour voir comment les choses s'organisent. Ça ne nous empêche pas de discuter parce qu'il est partant. Ce n'est pas parce qu'il est partant qu'on ne peut même pas discuter, on se regarde en chaîne de faïence. Monsieur Lunga, qu'est-ce que vous pourriez répondre aux personnes qui prendraient votre position comme celle d'un opportuniste? Oui, mais les gens qui sont opportunistes, c'est des gens qui courent derrière des postes d'abord, pour avoir un poste. Pas forcément. On peut simplement, vu une position donnée, vu un contexte donné, essayer de tirer son épingle du jeu. C'est ce que vous essayez de faire. Oui, mais est-ce que je ne vois pas comment je peux tirer mon épingle du jeu, parce que je ne flatte personne. Ma position, c'est une position assez honnête, assez claire. Je ne vois pas quel bénéfice je peux tirer de ma position. Vous êtes sûr, M. Ilunga, vous ne pouvez pas bénéficier aujourd'hui, après par exemple une transition qui serait forcée, au terme du mandat de M. Joseph Kabila, une transition, et on pourrait vous retrouver à un poste ministériel. Mais vous croyez que moi, je suis à mon premier coup d'essai en 2006? Tout le monde le sait qu'en 2006, moi, j'ai refusé de participer dans ce gouvernement. Non, ça, c'est ce que vous dites. On n'a pas d'éléments qui prouvent que vous avez eu des... Alors, vous partirez toujours sur des présomptions. Même aujourd'hui, si on dit, il y a une opportunité, ça sera toujours une présomption. Il ne faut pas que, quand c'est dans l'autre sens, vous actez, et quand c'est dans le sens inverse, vous n'actez pas. Là, c'est deux poids, deux mesures. Il y a un paradoxe entre les membres de l'opposition qui s'entendent pour ne pas participer à ces discussions, et vous, qui... somme toute faites partie aussi de l'opposition, qui prenez un virage qui est totalement... non, mais encore une fois, je pense que vous êtes assez suffisamment intelligent. Je n'ai pas accepté le dialogue, je ne prends aucun virage. Mais le principe, vous l'acceptez. Oui, mais bien sûr que oui, le principe, il est bon. Je l'accepterai toujours. L'opposition, même en 2013, a demandé le dialogue. D'abord, si vous ne savez pas, l'opposition... Vous avez dit hier, Martin Fayoulou, Franck Diongo et consorts, eux, aujourd'hui, refusent totalement le dialogue. Oui, mais, encore une fois... Le principe et le dialogue, très bien. le refusent. Vous savez, c'est bien, chacun a sa façon de voir les progrès du Congo. Moi, je reviens sur l'histoire de notre pays. Nous sommes en 1960. Il y a Patrice Lumumba, il y a Joseph Kasavubu. Lumumba refuse totalement toute forme de collaboration avec les Belges. Et Kasavubu, il dit, OK, les Belges doivent partir. J'accepte le principe de départ des Belges.
Mais avant qu'il ne parte, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Et Lumumba a été considéré comme un moins que rien, comme un nul. Moi, je vous laisse la réponse en âme et conscience. Entre la démarche qu'a fait Lumumba en 1960 et la démarche de Joseph Kasavubu, aujourd'hui, en réponse aux résultats que dans lesquels les Congo est, qui a tort, qui a raison? Moi, je ne répondrai pas à votre place. Mais ce que je veux dire, on arrive en 80... Mais je pense qu'il serait intéressant pour ceux qui vous soutiennent et pour ceux qui nous suivent, qui puissent avoir votre avis. Je ne donnerai pas mon avis. Je ne donnerai pas mon avis, mais moi, je vous laisse, vous cherchez, chacun a sa réponse et chacun répondra en âme et conscience. Moi, j'ai ma réponse, mais ça n'engage que moi. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, attention, avec des amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames. Moi, personnellement, je pense que toute ma vie est rythmée par un combat politique. J'ai toujours combattu. Si c'était pour aller à la majorité, Dieu seul sait combien de personnes je connais qui sont autour, qui sont dans la majorité. Et Dieu seul sait que c'est facile. Je n'ai même pas besoin... Votre positionnement actuel aujourd'hui, en tout cas, laisse croire... Oui, mais il ne faut pas croire, mais parce que je vous explique. Vous êtes en train de viser un poste, il n'y a aucun poste. Positionnement. Mais dites-moi, Étienne Tshisekedi, quand l'UDPS travaillait pour qu'il y ait dialogue, est-ce que l'UDPS est en train de viser un poste ou l'intérêt des Congolais? Non, l'UDPS visait déjà le retour de son impérium. Il voulait déjà qu'on puisse reconnaître. Oui, mais l'intérêt. Non. La victoire de leur moi j'ai participé dans certaines réunions. C'est l'intérêt des Congolais. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas. Il ne faut pas extrapoler les choses en se disant, quand vous prenez une posture quelconque, un homme d'État, ce n'est pas un homme qui vit dans le présent, il vit dans le futur. Il ne vit pas toujours dans le présent. Et quelquefois, il est en déphasage avec l'opinion. Et vous, quel est votre futur? Quel est votre futur? Moi, le futur, c'est quoi? C'est que c'est un Congo apaisé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire. Votre futur, vous voyez comment, en tant que président de l'ARP, vous voyez mais moi, êtes-vous prêt à vous présenter? Bien sûr que oui, mais je veux qu'il y ait des élections libres et transparentes et que tous les éléments soient réunis pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. À ce moment-là, ce que moi je veux qu'il y ait pour l'opposition un seul candidat. Qu'il y ait des primaires, je serai candidat aux primaires. Si les Congolais ne me choisissent pas, ils choisissent quelqu'un d'autre, je serai à 100% derrière lui, comme j'ai été en 2006 derrière Jean-Pierre Bemba, et comme j'étais en 2011 derrière Étienne Tshisekedi. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on change de position pour gagner quoi? Le pouvoir de Joseph Kabila ne va durer que 10 mois. Je ne peux pas compromettre toute ma carrière politique pour 10 mois qui lui reste. Mais simplement, c'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Il faut que je termine. Oui, mais c'est le bon sens, mon cher ami. L'opinion, quelquefois, a raison et quelquefois, elle n'a pas toujours raison. Parce que l'opinion n'a pas beaucoup d'informations de comment on organise les choses. Vous savez quoi, M. Ilunga? À vous écouter, on pourrait repasser la bande de notre interview lorsque vous faisiez, entre guillemets, la promotion de concertation nationale. C'est mot pour mot la même chose que vous nous dites aujourd'hui. Non. Non, lorsqu'il y avait la concertation, moi je n'ai jamais... C'est pour ça que j'ai dit, nos compatriotes, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames, on n'a jamais accepté. On a demandé... Moi, je suis parti à Kinshasa pour voir comment les choses vont s'organiser. Parce qu'il y a des concertations qui vont s'organiser dans notre pays. Même si on ne va pas y participer. Vous avez des campagnes... Attendez, non, écoutez, non, j'ai dit ceci, écoutez-moi bien, j'ai dit ceci, j'ai dit, pour pouvoir participer à un tel événement, il faut des conditions. C'est ce que j'avais dit. Participer, c'est pas mauvais. On peut y participer. Mais c'est les conditions qui sont importantes. Si ces conditions sont réunies, j'y participerai. C'est ce que j'avais dit. Il faut des conditions. Il ne faut pas y aller bêtement comme ça, comme si on va courir derrière un poste. Mais si les conditions... Vous n'aviez pas réduit les concertations nationales à juste un problème comment vous disiez, pas de syntaxe, mais un problème de vocabulaire, comment vous disiez ça? Non, mais bien sûr, j'ai soulevé plusieurs points, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai soulevé plusieurs points et j'ai dit, si aujourd'hui, on veut qu'il y ait concertation nationale, il faut qu'on fasse référence, n'est-ce pas, à ce que, à la réunion d'Addis Abeba. Ce qui s'est passé à Addis Abeba, parce que même le dialogue que nous refusons aujourd'hui,
Ça a été acté par les opposants à Addis Abeba. On a compris. Et bien, on a compris. Il faut qu'on reste sur ces sujets, c'est important. Non, il faut qu'on revienne surtout sur ce que vous venez de dire. Par exemple, je sais que lorsqu'on préparait cette interview, Elvis, on avait parlé des propos de M. Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi, ce 3 janvier, s'est déclaré membre de l'opposition politique en RDC. Quelle est votre place dans cette nouvelle famille de l'opposition qui compte aujourd'hui le G7, Moïse Katumbi, les anciens comme les Martin Fayoulou, les Albert Moleka? Très bien. Quelle est votre place aujourd'hui dans cette nouvelle famille qui est l'opposition congolaise? Mais moi, nous sommes dans l'opposition d'une manière globale. Moi, je suis proche de l'UDPS. C'est clair et net, il faut que ça soit très clair. Je suis proche de l'UDPS et je suis dans l'opposition. Je le dis, je le répète. Je suis dans l'opposition, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion contraire par rapport à certains. Parce que je suis un homme libre. Vous êtes un homme libre. Monsieur Comment Lunga, lorsque toute l'opposition s'unit, vous restez de votre côté. Toute l'opposition ne s'est pas unie, il ne faut pas dire ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Était un peu le dernier des Mohicans. Mais Katumbi, c'est encore... Je vais pas polémiquer là-dessus, mais simplement, je dis, au jour d'aujourd'hui, il faut une démarche crédible pour aider le pays à sortir de ses souffrances. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations que moi, je suis mal placé. Je suis très mal placé pour attaquer certains, pour dire du mal des autres. Vous êtes des journalistes, c'est à vous de chercher, de savoir où est la vérité et où sont les mensonges. Et vous faites de la politique, vous avez des adversaires politiques, donc vous pouvez aussi les attaquer. Oui, mais nous sommes en train de nous réunir en diaspora pour constituer une force de l'opposition, déjà. Donc vous êtes l'opposition de la diaspora en quelque Déjà, bien sûr que oui, nous sommes... Vous n'êtes pas une opposition nationale si mais l'opposition n'est pas morcelée. Je suis président d'un parti politique qui est installé dans toute la RDC. Je suis à la tête d'un parti. Au Congo, un parti d'opposition. Mais vous aimez revendiquer votre appartenance à la diaspora et comme quoi... C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Comme moi, je vis en diaspora. Et qui est en diaspora, nous sommes nombreux à militer pour les changements, pour l'alternance, pour les changements dans notre pays. Pourquoi ne pas commencer par nous unir déjà en diaspora pour pouvoir aller en force au Congo et proposer des alternatives? C'est ce que nous sommes. Il est bizarre que vous, ces acteurs de la diaspora, vous ne soyez pas conviés dans les grands rendez-vous. Parce que nous ne sommes pas organisés. Parce que nous ne sommes pas organisés. Comment expliquez-vous votre absence, par exemple? Mais nous ne sommes pas... au Sénégal, à l'île de... Mais très bien, au Sénégal, c'est Soros, son association qui est en Allemagne, qui a invité l'opposition congolaise pour participer, je ne sais pas quoi. Très bien. Mais en diaspora, nous ne sommes pas organisés. C'est le problème, c'est ça. C'est pourquoi... Oui, mais cette opposition... Mais il faut que je termine. Oui, mais vous dites... Il faut que je finisse. Il faut que je finisse ma phrase. Pourquoi vous n'avez pas été invité? Il n'a pas invité la diaspora, j'ai dit l'opposition. L'opposition, bien sûr. Et pourquoi vous, l'opposition résidant à l'extérieur de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas pu... Mais je suis en train de vous répondre. Vous me posez la même question 10 fois. Je ne finis pas, vous la reposer. Je suis en train de vous dire que nous ne sommes pas structurés. Pour pouvoir inviter la diaspora politique, il faut qu'elle soit structurée, organisée comme un mouvement et se faire entendre. Il y a le parti qui s'appelle ARP, qui n'a pas besoin de faire partie d'une famille de la diaspora pour exister. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. C'est un parti indépendant. Mais bien sûr que oui. Mais nous sommes en RDC. Mais là, on parle de la diaspora. Il ne faut pas confondre. C'est deux choses différentes. Là, vous parlez d'un parti politique et vous parlez de la diaspora. D'un parti politique avec ses leaders qui n'ont pas été invités à un grand... Mais on n'a pas invité au Sénégal. Mais attention, on n'a pas invité tous les partis politiques au Congo. Hein. On a invité les partis politiques visibles et qui pèsent. La manière dont ça s'est fait, il y a beaucoup de partis qui sont visibles et qui pèsent qui n'ont pas été invités. Il y en a beaucoup. Lesquels? Mais il y en a beaucoup. Il y a Steve Mbika qui n'a pas été invité. Il y en a beaucoup. Pensez-vous que voilà. Donc, si vous... excusez-moi, monsieur. Oui. Et puis... Pensez-vous que l'ARP aujourd'hui pèse suffisamment sur l'échiquier politique pour pouvoir avoir son mot à dire? Bien sûr, mais vous savez, le poids politique, c'est le fruit d'un travail. Ça ne se décrète pas, un poids politique. C'est le fruit d'un travail. C'est un long travail qu'on doit faire à l'extérieur et à l'intérieur. Surtout à l'intérieur, au Congo. Parce que tout se passe au Congo. En diaspora, on peut se réunir comme on veut, mais au final, c'est au Congo
où tout se décide. Mais vous décidez de résider à l'extérieur. Je suis entre le Congo et les... Moi, je vis à l'extérieur. Votre résidence principale est à l'extérieur? Oui, je réside à l'extérieur, mais je ferai tout pour rentrer chez moi. Je ne suis pas les seuls. Il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ont résidé à l'extérieur, mais ça ne les a pas empêchés d'être chefs d'État chez eux. C'est peut-être un peu là où le bas blesse. Je pense que peut-être la population n'est pas assez coutumière de votre parti et qu'elle estime que vous n'êtes pas assez... À nous de travailler, mais à nous de travailler, peut-être, vous pouvez avoir raison, mais c'est à nous de travailler encore beaucoup et encore, mais vous savez très bien que pour faire de la politique chez nous, ce n'est pas, ça ne se décrète pas. D'abord, ça demande des moyens, ça demande beaucoup d'efforts financiers, physiques, psychologiques, morales, ça demande beaucoup de choses. C'est pas aussi facile que vous vous asseyez comme ça au salon en disant « lui n'a pas fait ci, lui n'a pas fait ça ». Il y a toute une logistique derrière, mais nous les faisons par amour pour notre pays. C'est le patriotisme qui nous pousse à faire ce que nous sommes en train de faire. Si c'était un problème individuel, moi j'aurais pu faire autre chose. Et je gagnerais même mieux ma vie que ça. L'opposition congolaise à l'issue du séjour à l'île de Gorée au Sénégal a créé un mouvement qu'on appelle le Front Citoyen 2016. Est-ce que vous, à titre personnel... Je n'en fais pas partie. Et votre mouvement... N'en fait pas partie. Pourquoi? Mais parce que je ne trouve pas... Est-ce que je suis obligé d'en faire partir? Nous sommes obligés d'en faire partir. Non, mais là, aujourd'hui, vos amis en font partie. Moïse Katumbi vient de se déclarer également. Oui, mais Etienne Félix Tshisekedi, mon cher ami, du président voyons, de l'UDPS, lui aussi est signé. Oui, très bien. Voyons les choses, comment ça va évoluer, mais on n'est pas obligé d'en faire partie. C'est ce que je suis en train de dire. Quand même sur la structure. Nous sommes dans l'opposition. Chacun, nous allons travailler, et puis au final, nous allons converger. La convergence, ça nous... On n'est pas obligé d'en faire partie, mais ça ne nous empêche pas peut-être demain de converger. Vous avez déjà entamé des discussions avec les leaders de ces... Je les connais personnellement, tout un chacun. Et on discute, on échange, et au téléphone, et sur Facebook. Donc on est des amis, on n'est pas loin l'un de l'autre. Nous travaillons pour le bien de notre pays. Mais chacun a une vision pour ce pays. Et nous sommes pour l'instant en train de nous organiser en diaspora. On ne peut pas marcher sur deux voies à la fois. Alors, aujourd'hui, l'opposition congolaise, comme j'ai dit, compte aussi bien M. Kamitatou que M. Katumbi ou même M. Nzanga Mobutu. Heureusement. Qu'est-ce que vous avez en commun heureusement. Avec toutes ces personnalités? Les seuls dénominateurs communs, c'est que nous voulons l'alternance dans notre pays. D'abord, nous voulons l'alternance, que ce soit une alternance pacifique, une élection libre et transparente. Deuxièmement, nous voulons un seul candidat pour l'opposition. L'opposition congolaise doit présenter un seul candidat. Tout candidat qui sortira en dehors de l'opposition, ça ne sera pas un candidat de l'opposition. Ça sera un candidat fabriqué par la majorité qui va venir embrouiller l'opposition. Mais l'opposition doit avoir un seul candidat. Quitte à organiser les primaires au sein de l'opposition, débat contre débat, programme contre programme, et les Congolais choisiront. Dans un pays qui a déjà du mal à organiser même des élections locales, vous proposez l'organisation de primaires. On peut réfléchir, on n'est pas aussi bête que ça. Je pense qu'on peut réfléchir, c'est une question de volonté. Mais le délai se révèle être assez court quand même. Mais les délais se révèlent assez courts. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc on baisse les bras? Non, mais qu'on fasse preuve d'un certain réalisme. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire de se dire que dès maintenant, il faudrait peut-être se former dans l'opposition. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis... Il y a quelques minutes, il y a quelques secondes, M. Ilunga, que vous ne ferez pas partie de cette opposition dans les semaines qui viennent. Il faut bien me les élections ont lieu dans quelques mois. Non, je ne dis pas que je n'en ferai pas partie. J'ai dit, je ne fais pas partie. Pas je n'en ferai pas partie. Il y a une nuance, il y a une grosse nuance. Il y a urgence. Il y a une nuance et il y a urgence. Ce n'est pas la seule voie de sortie de secours pour le pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous ne me dites pas que c'est la seule voie de sortie pour le pays? Vous pensez que l'ARP est prête à se présenter? Nous sommes, pas en tant qu'ARP, nous sommes en train de nous structurer en diaspora. Je répète encore une fois que la diaspora est en train de s'organiser. Nous sommes en train de chercher à nous organiser parce que nous ne croyons pas qu'un seul individu est capable de relever le défi tout seul. Et donc, par conséquent, l'union s'impose. Mais cette union intelligente doit se construire à travers des échanges, à travers une intelligence. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'ARP est souvent absent de ces rendez-vous où il y a le travail en profondeur, où il va être décidé la candidature unique, soit de Moïse Katumbi, soit de Vital Kamerhe. Non, c'est pas comme ça que ça va se décider.
Ça ne va pas se décider comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons, même si officiellement nous ne sommes pas ensemble, mais nous travaillons ensemble avec tout le monde. Nous sommes en contact avec tout le monde. Avec des leaders d'opinion comme Didier Moumengi, tout ça. Ce sont des gens qu'il ne faut pas négliger. Donc nous travaillons. Ne croyez pas que tout ce que nous faisons, nous devons mettre ça sur la place publique. Mais simplement, je vous informe que la diaspora est en train de s'organiser. Nous avons eu déjà 3-4 réunions ici en diaspora. Nous avons eu une autre réunion ce samedi. Nous sommes en train de nous structurer en un mouvement qui va peser et qui va apporter une solution d'alternance. À ce moment-là, nous pouvons converger pour créer au plus tard un grand mouvement qui va fédérer l'ensemble de l'opposition. Monsieur Ilunga, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, ce grand débat, ce débat politico-politicien, oui. Ne concerne en réalité pas le Congolais moyen qui, lui, a d'autres soucis que de savoir s'il y aura des élections présidentielles à la fin de l'année? C'est ce que je vous ai dit sans d'entrée. Je vous ai dit, comme vous ne me laissez pas terminer, vous revenez sur vos questions. Bon, vous avez un temps de parole assez large. Non, mais vous me posez des questions importantes où il faut éclaircir les gens. Aujourd'hui, techniquement parlant, la Constitution dit qu'il y aura élection. Constitutionnellement, il y aura élection cette année, 2016. Mais sur le plan technique, la CENI devrait déjà communiquer la date des dépôts des candidatures. Elle ne l'a pas fait. La CENI devrait commencer à enrôler les jeunes majeurs qui avaient 15 ans en 2011, qui ont aujourd'hui 20 ans, 21 ans. Je suis en train d'arriver. Je ne vais pas vous répondre par 1 + 1 = 2. Je vous réponds pour expliquer pourquoi arriver à la réponse. Donc, ce qui veut dire que les difficultés qui sont devant nous, que nous voyons, mais que nous refusons de regarder, vont retomber sur nous demain. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas voir ces difficultés qu'elles ne viendront pas. C'est pourquoi j'ai dit, avant même de penser que la diaspora choisisse un candidat, il faut qu'au sein même de l'opposition, plutôt pas la diaspora, l'opposition, que l'opposition discute pour savoir, techniquement parlant, comment est-ce possible d'organiser les élections. Si ce n'est pas possible, l'opposition doit avoir des solutions à proposer. Ma question concernait la ménagère congolaise qui, elle, voit tous les jours son panier qui est vide. Très bien. Mais nous ne sommes pas... Mais est-ce que nous sommes... Moi, je ne suis pas gouvernement. Je ne dirige pas les Congo. Moi, je suis de l'opposition. Depuis longtemps, nous sommes dans l'opposition. Donc, si aujourd'hui... Votre opposition, c'est juste... enlever celui qui est en place et prendre sa place. Mais pourquoi les gens ont faim? Parce que le système est mauvais. Le système est médiocre. C'est un système qui a servi les peuples. Donc, comment voulez-vous continuer avec le même système et espérer avoir des solutions? On n'aura jamais des solutions avec le même système. Donc, il faut changer le système. Mais il faut avoir de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'enlever le système si c'est pour vous simplement enlever celui qui est là en place et... On n'enlève pas celui qui est là en place. Celui qui est là, il achève son mandat. Personne ne l'enlève. C'est la Constitution qui l'enlève, parce que c'est comme ça que notre Constitution dit. Qu'est-ce que c'est que le système aujourd'hui au Congo? Mais le système, c'est cette gestion calamiteuse où il y a l'impunité totale. Où les ministres font ce qu'ils veulent, avec l'argent de l'État. Dès qu'il est nommé ministre, du jour au lendemain, il construit des immeubles. Et avant qu'il soit ministre, c'est quelqu'un qui était dans la rue, presque un clochard. Il devient ministre, il a tout ce que... Voilà les systèmes qu'il faut changer pour que les peuples puissent se retrouver. Vous en connaissez beaucoup, vous, des membres de l'opposition qui, demain... comment dirais-je, arriverait avec déjà des millions dans les poches? C'est pas forcément quelqu'un qui vient avec des milliards. Moi, j'en ai pas, je ne dis pas des milliards. Mais si aujourd'hui, je suis amené à diriger mon pays, je ferai attention à toutes ces choses-là. Parce que ce sont ces choses-là qui, l'impunité, la gabegie, qui fait que l'Afrique n'avance pas en général, et les Congos en particulier, mais tous les pays qui nous entourent en retard. Justement, M. Ilunga, on va revenir un peu sur votre profil. Vous avez un profil totalement différent des politiciens actuels. Vous avez étudié ici à Sciences Po, vous avez même monté votre première boîte ici. Est-ce que vous pensez que vous auriez un style de gouvernance différent de ces personnes-là? Absolument. Absolument. J'aurais un style de gouvernance totalement différent. Parce que la seule chose qui fait que les dirigeants sont bons ou mauvais, c'est la convoitise. Et le manque de spiritualité dans leur esprit. C'est-à-dire, une fois arrivés au pouvoir, ils oublient toutes les misères qu'ils ont connues. Moi, je pense que j'ai été pendant longtemps proche d'un chef d'État africain, très très proche. Et je suis toujours proche
J'ai vu un peu comment on peut gouverner, comment on peut diriger, comment on peut se conduire un chef d'État. J'ai vu un peu tout autour, avec ses ministres, de la défense, de la justice. J'ai été vraiment bercé dans cet environnement pendant longtemps. Je ne dirais pas le nom, mais simplement, lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous avez un certain nombre d'avantages qui vous est reconnu automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'asservir votre peuple pour avoir les mêmes avantages que vous avez légalement, tout naturellement. Que vous garderiez la tête froide dans ce genre de situation? Très froide même. Très froide. J'ai eu des occasions d'abord, j'ai dirigé. Dans mon entreprise, il fut des moments où j'avais plus de 200 salariés. Une entreprise et un pays aussi. Mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Ouais. Il faut bien. On n'est né pas président, mes chers amis. On n'est né pas président. Moi, personne n'est né président. Donc pour vous, l'ex-gouverneur du Katanga pourrait faire également un bon président de la République. Moi, je ne suis pas là pour faire sa communication. Je ne suis pas là pour les juger, pour parler de lui. C'est une question qui vous est posée. Oui, mais moi, je ne peux pas parler de lui parce que moi, je ne suis pas là. Je ne connais pas les fonds, les tenants, les aboutissants. Je ne vois que des choses dans la presse et c'est largement insuffisant pour un homme politique, un homme d'État, de pouvoir commenter sur quelqu'un. C'est insuffisant pour moi comme information. Donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Ne pensez-vous pas que la distance géographique vous pénalise un peu sur ce point-là? Bien sûr. Bien sûr, la distance géographique nous pénalise, mais moi, je dois vivre. C'est-à-dire, j'ai une vie, en dehors de mon combat politique, j'ai ma vie privée. Ma première république, d'abord, c'est moi. C'est ma famille. Si je ne suis pas capable de protéger ma famille, de me défendre ma famille, de travailler pour ma famille, je ne peux pas faire pour mon pays. Mais vous pensez bien que la population pourrait avoir certaines craintes de voir quelqu'un comme vous qui est systématiquement en Europe venir un beau jour et dire « je voudrais être président de la République ». Non, pas du tout, parce que ça dépend de comment vous allez vous expliquer, ça dépend du programme que vous avez et de la confiance que la population peut vous accorder. Moi, je ne crois pas que c'est la distance qui fait. C'est l'homme qui, en face de qui vous êtes, vous sentez ou vous ne sentez pas. Et nous pensons que nous ne sommes pas les meilleurs de tous, mais nous avons la volonté de faire mieux les choses. En tout cas, de faire bouger les lignes. Les lignes bougeront. Justement, en parlant de ça, quel est le programme sur un plan, on va dire, strictement économique, militaire, parce qu'on sait que les problèmes du Congo sont divers et variés. Aujourd'hui, vous parlez d'un programme. Quel est-il? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Très bien. Vous savez, je vais résumer, je vais être court, parce que parler d'un programme, c'est tout un bouquin. De manière succincte. Voilà. Notre programme se résume sur 4 points principaux. D'abord, quand nous arrivons, je vous expliquerai très brièvement comment nous pourrons financer ça. Parce que je vois sur Internet beaucoup de gens expliquer, nous voulons le plan de ceci, le plan de cela. C'est l'éducation, la santé, l'agriculture, donc l'agroalimentaire en gros, et les grands travaux. Les 4 points sont nécessaires pour absorber les chômages des masses. Parce qu'un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui peut moins souffrir. Elle peut transformer des produits, des matières premières en produits finis, par exemple des mangues en jus d'orange, en jus de mangue, des oranges en jus d'orange, parce qu'elle est éduquée. La santé, un peuple qui est en bonne santé évite à l'État de faire des dépenses inutiles. Et puis l'agroalimentaire, donc il faut faire travailler, parce que nous avons des espaces qui sont cultivables, des terres arables qui sont pratiquement, je ne sais pas combien d'hectares dans notre pays, sur 2 345 000 km², nous avons autant d'hectares pour faire des champs, des plantations, de maïs, de blé, ainsi de suite. Et puis, les grands travaux. Il faut désenclaver le pays. Le pays est complètement enclavé. Pour se déplacer, mettons, de Mbandaka à Guémena, c'est tout un voyage. Mais vous semblez occulter le plan sécuritaire qui est quand même important. Non, je vais y arriver parce que je vous ai donné les 4 points principaux. Mais la sécurité, enfin, la sécurité, elle coiffe tout parce que notre pays aujourd'hui n'est pas respecté par des pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et dans une moindre mesure le Burundi, parce que nous n'avons pas une sécurité structurée. Nous n'avons pas une armée suffisamment capable de défendre les intérêts de notre pays. Si nous arrivons, la première mesure, c'est de décréter l'Est de la RDC une zone militaire. Ça, c'est clair et net. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Nous allons décréter une zone militaire. C'est-à-dire, ça nous donnera pouvoir de construire un mur. Nous allons le faire, nous. Comme je termine, parce que c'est important. Ça me tient à cœur, il faut absolument que je vous explique. C'est-à-dire, notre intention, c'est de faire un mur entre le Congo et les Rwandais. Les Rwandais restent chez eux. Les Congolais vont rester chez eux. Les Ougandais vont rester chez eux pendant longtemps.
jusqu'à ce que nous allons structurer notre pays, nous allons construire, quand nous sentirons maintenant que nous sommes suffisamment en mesure de protéger efficacement la population, à ce moment-là, nous verrons si il faut casser le mur ou pas. Sinon, les Rwandais viendront chez nous avec des visas qu'ils obtiendront très difficilement. Monsieur Ilunga, à vous écouter, vous voulez bâtir un mur, cloisonner le Congo face à un pays agressif, qui compte à peu près 3 millions d'habitants. Agressif. Et 70 millions d'habitants. Un pays agressif. Ont peur de 3 millions d'habitants. On n'a pas peur. Et de deux, ma deuxième question serait de vous demander, vous parlez d'un projet économique, social, mais comment allez-vous financer tout cela? Merci. Nous n'avons pas peur. Mais simplement, nous ne sommes pas belliqueux. Les États-Unis, avec le Mexique, ils ont fait un mur. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ont peur des Mexicains. Vous avez vu la Bulgarie. Ils ont fait un mur. Ils n'ont pas peur. Israël a fait un mur. Alors, écoutez, un mur dans l'histoire. Oui, mais non, dans notre histoire, ce n'est pas notre histoire à nous. La construction d'un mur. Ce n'est pas notre histoire. Mais je vous dis, notre histoire, c'est éteintée des 12 millions de morts. Des viols à répétition, comme armes de guerre. Ça, c'est notre histoire, c'est mon histoire. Et donc, un mur par rapport aux 12 millions de morts, aux femmes enceintes, à plus de 400 000 enfants qui sont nés. N'ont pas été tués principalement par des Rwandais. Mais certainement, il ne faut pas les dédouaner, certainement. Nous, mais depuis quand les Congolais se sont entretués chez nous? Ça n'a jamais existé. C'est depuis que les Rwandais sont arrivés chez nous que les massacres ont commencé. Des villages entiers ont disparu. Alors, il ne faut pas les dédouaner. Moi, je le dis tout haut. Le mur sera important. Après, ça plaira pas, mais moi, je le ferai pour protéger ma population. Ok. Maintenant, comment nous allons financer? Comment allez-vous financer ce Alors, projet? il y a deux possibilités. S'il y a quelqu'un qui a une troisième, je suis preneur. La première possibilité, c'est l'État congolais emprunte de l'argent à la Banque mondiale, au Club de Paris. Et on continue de s'endetter. On continue de s'endetter avec des taux exorbitants de remboursement. Et c'est que pour rembourser d'abord le capital, ça sera difficile parce qu'on continuera toujours à rembourser les intérêts comme on l'a toujours fait. La deuxième solution? La deuxième solution, c'est nous-mêmes de creuser plutôt une dette intérieure. Chez nous-mêmes dans le pays, comme le font les États-Unis en relevant les plafonds de la dette, comme le font la France lorsqu'ils demandent qu'on relève les taux de déficit, ainsi de suite. Ils le font, mais ils ont des mots gentils, des mots maquillés. N'est-ce pas? Mais nous, on nous demande d'emprunter. Je n'emprunterai pas. Et ça sera quoi? Et nous savons... Vous allez utiliser quel mot maquillé, quel mot gentil, quel mécanisme? Oui, le mécanisme économique. D'abord, nous avons des économistes des talents. Je donnerai des grandes lignes. C'est ce que je suis en train de donner. Et ce que je vous dis, j'ai discuté avec des économistes ici, en Europe. Et il y en a un qui a failli même être prix Nobel, Guy Sorman. Et on en a discuté. C'est un professeur à la Sorbonne. Et donc, comment nous allons... Nous sommes un pays crédible. Nous avons des richesses qui ne sont pas transformées. N'est-ce pas? Nous avons des matières premières qui ne sont pas transformées en richesses. Et donc, avec tout ce que nous avons comme matières premières, nous pouvons, en équivalence, creuser une dette équivalente. En se disant, nous allons créer une banque au Trésor de la RDC, où nous allons emprunter 1000 milliards d'euros que nous allons injecter au développement. Automatiquement, les générations futures vont rembourser à travers les péages, à travers la santé, à travers l'école, à travers les impôts, comme nous remboursons les dettes que les anciens ont pris en 1940, 1929, les dettes que nous remboursons aujourd'hui à travers les impôts. L'argent pour développer un État ne vient pas du ciel. Ça vient là, dans la tête des gens. On a bien compris. Attendez, si vous attendez que quelqu'un d'autre sort de sa tête pour vous dire comment vous allez développer votre pays, vous en avez pour longtemps. On a bien compris. En tout cas, M. Ilunga, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Elvis Adidiema d'avoir accepté de participer également à cette émission. Chers internautes, merci d'avoir suivi Droit de Cité. À bientôt. Au revoir.